Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours d'Aurélie avant qu'elle ne prenne pleinement la direction du château Sainte-Roseline. Dans cet épisode des Exceptionnels, Aurélie nous raconte ses prises de décision difficiles mais nécessaires, l'affirmation de sa vision, la mise en place de sa politique RSE, ses convictions de manager et ses futurs challenges. On retrouve donc Aurélie pour la suite de l'histoire. J'ai initié déjà des études marketing quantitatives et qualitatives sur les vins, sur la perception de nos gammes, comment pour faire évoluer parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc cette étude qui a été m'a permis de faire évoluer nos gammes, nos packaging pour être beaucoup plus cohérents. Pour qu'il y ait une meilleure lisibilité de la part du grand public. Et puis, on a lancé après grosse réflexion sur le management des équipes qui ne me convenait pas. Donc voilà, c'est un travail qui a été long, mais qui a un peu été initié dès cette période-là, avec des études réalisées par des cabinets extérieurs sur études sociales pour voir la perception des salariés, comment les salariés percevaient l'entreprise. Et voilà, et c'est vrai que je me suis rendu compte que le management qui était mis en place dans l'entreprise, c'est pas un management qui était cohérent avec ma philosophie. Et donc j'ai opéré après un changement à ce niveau-là. Parce que quelle a été la conclusion des études ? Alors les études en fait sur les études sociales ont été assez dures. Je pense qu'on s'était beaucoup préoccupé du développement de l'entreprise en termes d'image, de communication, développer le business, le chiffre d'affaires, mais en occultant un peu l'humain. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que l'humain était quand même important, était une part importante de l'entreprise et que sans l'humain, on n'arriverait pas à se développer encore plus. Sans remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens venaient travailler parce qu'ils étaient contents d'appartenir à cette maison parce qu'il y avait une belle image, mais que les relations de travail n'étaient pas forcément ce qu'ils espéraient. Ils ne recommandaient pas forcément à leur entourage de venir travailler dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une réelle prise de conscience qui va s'opérer en me disant on ne peut plus continuer comme ça et il faut qu'on évolue et qu'on change notre façon de manager les équipes parce qu'il faut libérer les énergies pour qu'au final, on progresse. Hein. Il y a un proverbe, je crois qu'il est africain, que j'aime beaucoup, qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment une prise de conscience à ce niveau-là, et je pensais pas que les salariés allaient être aussi directs et francs et exprimer comme un mal-être en disant ok, on est une belle boîte et une belle image, mais il y a beaucoup de choses à faire en termes de management. Ces choix que tu décides de faire, comment ils sont acceptés par le directeur général ? Alors c'est vrai que ça se fait petit à petit. On n'était pas forcément en phase, compliqué de trop l'évoquer aussi aujourd'hui, mais pas forcément en phase dans ce système de management. Et donc, c'est un management à deux têtes qui s'organise à ce moment-là. Voilà, c'est il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Non, c'est un management à deux têtes, et c'est justement ce qui fonctionne pas parce que aujourd'hui, un management à deux têtes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et là aussi, on a eu un retour de la part de
de nos équipes collaborateurs qui nous ont dit ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas parce que voilà, c'est très compliqué d'avoir, et puis quelqu'un peut dire bleu d'un jour et puis l'autre peut dire rouge en fonction d'une situation. Forcément, on réagit différemment. Donc, management à deux têtes qui n'a pas fonctionné du tout. Et qui dure jusque quand de ce fait? Et qui dure jusqu'à fin 2017. Fin 2017, où là, on décide de se séparer parce que ça fonctionnait plus et qu'on n'était plus en phase en termes de management. Donc en fait, il se passe 10 ans entre le moment où tu arrives à la tête du château Sainte-Roseline et le moment où tu te sépares du directeur général pour imposer ta vision du management, c'est bien ça? Oui. En fait, c'est très compliqué parce que quand vous avez quelqu'un qui globalement a fait son boulot, a été là dès le début aux côtés de mon père, qui a participé au développement de l'entreprise, qui a tenu la baraque entre guillemets pendant des années, et tout fonctionnait bien. Donc j'ai dû beaucoup réfléchir avant de me dire on arrête. C'est pas des décisions quand vous avez quelqu'un qui est là depuis 25 ans et qui globalement a fait un bon boulot, de dire on va se séparer. Est-ce qu'il y a des mentors ou des accompagnements qui aident justement à prendre ces décisions et qui font qu'à un moment on se dit c'est la bonne décision? Oui, et ça c'est quelque chose vraiment qui est très important et qu'il faut que les chefs d'entreprise on ait vraiment conscience. Parce que globalement, je fais une petite parenthèse, le chef d'entreprise, il est globalement seul dans sa tour d'ivoire, ou même il est avec ses collaborateurs, mais il a des sujets sur lesquels il ne peut pas échanger avec ses collaborateurs. Et donc, il y a du coaching, des gens spécialisés pour accompagner les chefs d'entreprise. Et c'est toujours très intéressant, je trouve, d'échanger avec ces personnes-là qui sont extérieures à l'entreprise, mais qui ont des compétences parce qu'elles sont habituées à évoluer dans le monde de l'entreprise. Et moi, ça m'a beaucoup aidée depuis 2018. Voilà, avant, on se croit fort, on va y arriver tout seul, on a besoin de personne. Et puis finalement, quand on fait appel à ces personnes, on se dit « Waouh, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt ». Et c'est très important. Après, ça peut être soit des sociétés ou des amis qui sont chefs d'entreprise, mais d'avoir un peu comme du mentoring, je pense que c'est très important. Enfin, moi, ça m'a beaucoup servi, peut-être un peu tardivement, mais ça a été très, très important. Et en termes pour lutter contre un peu cet isolement du chef d'entreprise et partager des problématiques, est-ce que tu as participé à des réseaux d'entrepreneurs, peut-être dans la région ou autre? Alors aujourd'hui, oui, je participe. J'ai deux réseaux. J'en ai un qui est très développé. On a créé en 2008 avec une autre consoeur vigneronne, Valérie Roussel du château Robine, une association de femmes vigneronnes et chefs d'entreprise liés autour du monde du vin. Donc la restauration, les arts de la table, une association qui s'appelle les Éléonores de Provence. D'ailleurs, dans toutes les régions de France, il y a des associations de femmes vigneronnes. Et ça, pour moi, c'est très, très important parce que ce réseau-là, on fait des actions, bien évidemment, ensemble, mais on échange énormément. Voilà, on se réunit tous les mois et c'est un moment de partage de bonnes pratiques, de conseils. Voilà. Et même pendant ces périodes de crise, on fait ces réunions virtuelles, même beaucoup plus souvent. Et ça permet de ce lieu d'échange, de partage, de solidarité qu'on a pu mettre en place au sein des Éléonores, et pour moi très très important. Et puis il y a un deuxième réseau qui est l'Union patronale du Var, voilà, dans lequel je suis un peu présente, et ce qui permet d'échanger, d'avoir pu rencontrer aussi beaucoup de chefs d'entreprise, pas forcément du monde du vin, qui sont au niveau local, et ça permet de tisser des liens et d'avoir
des relations avec ces chefs d'entreprise. Et puis, depuis 1 an, je m'investis plus aussi au niveau de la fédération du négoce et puis du comité interprofessionnel des vins de Provence. Et là aussi, je rencontre beaucoup de professionnels du monde du vin. Et c'est voilà, très intéressant d'échanger, de voir ce que font les autres, d'apprendre aussi au contact de tous ces chefs d'entreprise. Alors, pour revenir justement sur les femmes vigneronnes, est-ce qu'il y aurait des problématiques communes que vous partagez toutes et qui sont spécifiques au fait de travailler dans le vin et au fait d'être une femme vigneronne? Il n'y a pas vraiment de problématiques liées je dirais, le fait qu'on soit des femmes par rapport à l'extérieur. Ce qui est intéressant de voir, c'est comme on est dans cette association-là, il y a beaucoup d'entraide entre les femmes. Donc on s'entraîne, on se donne des conseils. Moi, je suis vraiment un livre ouvert avec toutes les autres femmes. J'ai parfois une plus grosse structure que certaines d'entre elles. Donc voilà, des conseils sur ce qu'on a pu mettre en place au sein de l'entreprise. Moi, je leur communique sans problème. Et c'est là où je pense, voilà, ce réseau fonctionne bien aussi. C'est vrai que j'ai fait partie à un moment du réseau. On a l'association des crus classés aussi de Provence et il y avait moins cette solidarité parce que c'était des hommes et des femmes. Il y avait plus de concurrence. Alors que là, chez les femmes vigneronnes, il n'y a pas du tout de concurrence, de compétition. On est vraiment, même s'il y a des gros domaines, des petits domaines, on est chacune au même niveau et voilà, c'est ce qui est très intéressant, cette solidarité et cette entraide qu'on peut avoir entre femmes. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux femmes, mais chez nous, ça fonctionne très bien. Et en termes de challenge, quels sont les prochaines grandes étapes ou les prochains challenges qui vont être à relever pour toi? Alors, il y a un challenge qui est plus d'actualité, je dirais, c'est la continuité de l'entreprise et on va sortir fortement endetté de cette crise sanitaire, donc ça va nous demander peut-être une nouvelle organisation de l'entreprise pour pouvoir passer, je pense, les 5 prochaines années qui vont être assez compliquées. Parallèlement à ça, il y a un changement aussi important, un challenge, c'est qu'on a décidé de passer l'ensemble de nos domaines en bio. Donc c'est un changement important qui s'opère, des investissements qu'il faut faire, un suivi au quotidien, parce qu'il faut être beaucoup plus présent dans la vigne. Donc ça, c'est un véritable challenge sur les 3 prochaines années. Et puis après, bien évidemment, sur le plus long terme. Un challenge aussi important pour nous, c'est une labellisation en vigneron engagé, c'est-à-dire un engagement fort dans le développement durable et dans la RSE. Pour moi, c'est très important. J'ai embauché un nouveau directeur général là, depuis 6 mois et qui a aussi comme mission d'avoir un management un peu différent dans l'entreprise. Donc c'est un challenge aussi de libérer les énergies dans l'entreprise. Donc ça, c'est un gros challenge. Et puis au niveau plus vin et business, on a depuis 15 ans fait un petit peu une course au volume en développant, en vendant de plus en plus de volume, et j'aimerais qu'on ait plus comme objectif maintenant, comme challenge, renforcer encore la qualité versus le volume. Donc peut-être stopper cette course au volume pour vraiment encore renforcer la qualité de nos produits. Donc il y a beaucoup de challenges, on en a beaucoup, mais voilà, le bio, la RSE, le management et la qualité. Qui suivent en tout cas une philosophie commune et une vision quand même assez claire et définie, qui sont les différentes branches d'une même vision. Oui, bien sûr. Alors, comme ce podcast s'adresse à des femmes qui voudraient éventuellement se lancer, qui hésitent, ou alors des femmes qui se sont lancées, qui rencontrent des difficultés, est-ce que tu aurais des conseils à donner
ou alors un retour d'expérience à faire pour accompagner ces femmes ou pour aider ces femmes, soit dans leur lancement ou soit dans le fait d'affronter et de gérer les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Je pense qu'il faut pas abandonner. C'est sûr qu'on est seul et qu'il y a des moments qui sont difficiles. Il faut se faire aider, accompagner, comme je le disais précédemment, c'est important. Du coaching, voilà, faire appel à des sociétés spécialisées, se former aussi. Moi, j'ai entrepris une formation cette année dans le management, la gestion du stress. Voilà, c'est important de se former, de prendre du temps. C'est pas facile pour se former, se faire accompagner. Je pense aussi une vision claire de là où on veut aller. C'est ce que peut-être que j'avais pas moi dès le départ, se fixer des axes stratégiques, une vision claire. Peut-être 5 points importants en disant dans les 3 prochaines années, je veux aller là. Et ça nous donne un fil conducteur, en fait, une ligne directrice. Et comme ça, tout ce qu'on doit faire, si on hésite à faire quelque chose, est-ce que c'est en phase avec la stratégie ou pas, quoi. Et ça aide énormément. Après, la stratégie, bien évidemment, peut évoluer, hein, faut pas être borné, mais si déjà on a un cap, ça permet de communiquer ce cap à nos collaborateurs pour que chacun sache vraiment où on va, dans quelle direction on va. Ça, c'est très important aussi. Et est-ce qu'au quotidien, il y a des habitudes que tu adoptes et que tu as adoptées qui sont pour toi des facteurs clés de succès ou en tout cas des éléments qui contribuent à structurer ta vie professionnelle? On est toujours tiraillé entre la vie de famille et la vie professionnelle. Comment faire en sorte que ça fonctionne bien? C'est très compliqué. Je pense qu'il faut être très bien organisé avec la vie de famille. Moi, j'ai mis en place une organisation pour mes enfants. Et après, c'est vrai que c'est peut-être moins de présence au quotidien, mais peut-être une meilleure présence avec des échanges, voilà, peu, mais de qualité, la qualité des échanges. Mais c'est vrai que c'est jamais simple. On culpabilise toujours un peu en étant une femme, en se disant, voilà, on passe beaucoup de temps au travail, on pourrait en passer aussi avec les enfants. Alors moi, j'ai délégué certaines tâches. J'ai la chance d'avoir une personne qui m'aide avec mes enfants depuis la naissance de ma première fille, donc ça va bientôt faire 18 ans, et cette personne-là est formidable, et voilà, elle m'a secondée dans l'éducation de mes enfants et aidée. Voilà, ça demande une organisation. Je pense qu'il faut beaucoup en parler avec les enfants aussi, expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et après, si on est heureux, je pense que c'est important aussi. Ce qui est très important, c'est d'avoir je dirais, c'est peut-être une routine, essayer d'avoir un sas de décompression c'est pas facile, hein, entre le bureau et la vie de famille, pour laisser ces problèmes du travail à la porte de la maison et ne pas les rentrer dans la maison, quoi. C'est un peu cette image-là qu'on peut donner parce qu'il faut essayer de séparer les deux. Et là encore, je sais pas, c'est pas facile à faire, hein. Bien, merci Aurélie pour cet échange et pour ce partage d'expérience. Je pense que ça va être très riche d'enseignements pour celles qui vont écouter le podcast, pour celles qui veulent entreprendre. Et en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans la suite de cette belle aventure. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que je suis disponible s'il y a des femmes chefs d'entreprise qui ont envie de m'appeler pour qu'on échange. Voilà, vous pouvez appeler au bureau de Sainte-Rosine et me demander. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis... voilà, c'est échanger. Si ça peut aider certaines d'échanger plus longuement sur des expériences, je suis bien évidemment disponible. Un grand merci pour cette disponibilité et ce retour d'expérience qui est toujours riche. À très bientôt. Merci Aurélie. Merci, au revoir. Si par son partage d'expérience, Aurélie vous a touché, étonné, encouragé,
Dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours avec un autre parcours et une autre voie de l'entrepreneuriat féminin en région Sud. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.